Chers amis, bonsoir. Il est très rare que nous recevions 3 invités à la fois, mais c'est un grand plaisir. Michel et Monique viennent très souvent, non seulement nous voir, mais nous enseigner. C'est grâce à eux, et ça je ne fais pas de complaisance, c'est grâce à eux que nous savons ce qu'il en est des hautes classes de la société, de la grande bourgeoisie, des milieux d'affaires. De livre en livre, ils sont venus nous expliquer au mercredi de la NAR comment pensaient ces personnes qui sont assez inatteignables, comment ils vivaient, comment cette classe se mobilisait pour défendre ses intérêts. Donc on avait vu l'ensemble de la classe dominante avec eux. Aujourd'hui, nous allons faire un point fixe sur une partie de Paris, sur le 16e arrondissement, sur le bois de Boulogne. Panique dans le 16e, c'est le dernier livre que tous deux ont publié avec un magnifique illustrateur. Et je vais leur passer la parole dans l'ordre qu'ils voudront bien décider par eux-mêmes. Vous êtes concertés ou pas? Non, parce que Bertrand, je t'ai envoyé un mail, je vous ai envoyé un mail, que vous n'avez visiblement pas lu. Mais c'est pas grave, on va improviser. En vous disant, on fait comme d'habitude, vous animez tellement bien les soirées que vous allez nous poser des questions. Parce que votre article dans Royaliste était absolument superbe, c'était un bijou. Cet article, un bijou, franchement. Et donc, on s'était dit, ben, face à un bijou, qu'est-ce qu'on fait? On se plie. Et donc, voilà. Donc, si vous avez rien préparé. Ah, j'ai rien préparé, non, mais je connais le sujet. Alors, donc, vous y allez. Donc, vous nous posez des questions. Très bien. Et nous, on vous répond à tour de rôle. C'est entendu. Parfait. Alors, nous avons... je vais hors caméra maintenant, je vais rester assis. C'est une enquête sociologique, puisque Michel et Monique sont sociologues de terrain, de beaucoup de terrain d'ailleurs, puisque tout à l'heure, avec Michel, on parlait de la chasse à courre et du livre qu'ils ont fait sur la chasse à courre, l'un des rares que je n'ai pas lu, parce que je suis peu passionné par les chevaux et par la chasse, donc c'était 2 raisons de ne pas lire vraiment ce livre, mais les autres par les châteaux, beaucoup de lieux en fait où vivent les classes dirigeantes ou les classes privilégiées. Et ce livre donc concentre l'étude sur le bois de Boulogne à l'occasion d'un événement que vous allez nous raconter, une réunion dans le 16e arrondissement qui a été très violente et où on a vu ces personnes qui sont en général bien élevées, les habitants du 16e, de la bordure du bois de Boulogne, se mettre en colère, dire des insultes à cause de l'arrivée d'un centre d'hébergement. Alors, je vois, Michel, vous pouvez nous dire ce qu'il en était juridiquement, politiquement? Cela se passait à côté de l'université de Paris-Dauphine, qui avait, alors à côté de l'université de Paris-Dauphine, il y avait un projet de construction de locaux pour abriter des sans-abri. La mairie de Paris avait organisé une réunion de présentation de ce projet et le soir de cette présentation, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dans l'enceinte de Paris-Dauphine, dans un amphithéâtre, sont venus pour écouter ce que disaient donc les responsables de la mairie, mais pour écouter et surtout pour créer une situation intenable de rejet avec des manières de s'exprimer tout à fait inhabituelles parmi la population qui était là. Donc il y avait
maire de Paris, qui était là, et d'autres, un architecte, la préfète de région Île-de-France, qui était là et qui présentait donc ce qui allait être réalisé, la construction de 2 bâtiments relativement modestes où il y aurait 200 personnes au maximum, mais un peu à l'écart entre les derniers bâtiments des boulevards des Maréchaux à ce niveau-là et, disons, le périphérique. C'était un peu isolé. Bon. La présentation commence et immédiatement il y a des noms d'oiseaux, des noms de... bon, par exemple, à un moment où c'est la préfète de la région qui parle, il y a des salopes, salopes qui partent de cette société a priori très bien élevée. C'était pas du tout des prolétaires qu'il y avait dans la salle, c'était la bonne société du 16e arrondissement et qui s'est mis à hurler, à secouer les tables, les petites tablettes des rayons, comme des gosses, comme des enfants qui tapaient, et ça allait vraiment avec une accentuation du délire, linguistique dans un sens très irrespectueux, vulgaire. C'était vraiment étonnant. Autrement dit, on avait un refus extrêmement précis, extrêmement affirmé. Il n'est pas question que des gens comme ceux dont vous nous parlez viennent habiter à côté de chez nous. C'est impossible. C'était pas dit comme ça. C'était dit d'une façon encore bien plus verte et dure. C'est-à-dire que le 16e, il revendiquait un 16e comme une zone de non-droit où les lois de la République n'ont pas cours. Il n'y a que leurs lois qui ont cours dans le 16e arrondissement. Et alors du coup, Étienne, est-ce que toi tu peux dire, parce que donc Michel a dit salope et tout ça, et comment, Étienne, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre, c'est qu'en réalité, vous aviez l'habitude d'un duo infernal, Michel et moi, mais maintenant il faut vous habituer à un trio infernal. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est extraordinaire. Dès qu'il y a de la solidarité entre les êtres humains, qu'il y a de la complicité, tout ça, il y a une dynamique qui se crée. C'est-à-dire qu'avec Michel, 1 plus 1 n'était pas égal à 2, mais à 3. Et là, 1 plus 1 plus 1, 3 égale 4 ou 5. Et donc, Étienne, est-ce que tu peux dire, toi, comment tu as eu l'idée de dessiner cette première scène inaugurale? Alors oui, donc, moi je suis le dessinateur, vous avez compris. Et donc, on a cherché les moyens d'illustrer un peu tout ce truc-là. Donc, le livre qu'on a fait ensemble est fait des textes de Monique et Michel, et puis que j'ai illustré. Alors, j'ai illustré parfois avec des dessins, et je l'illustrais aussi avec des bandes dessinées. Donc, il y a la scène que racontait Michel au début. Voilà, je l'ai représentée. Donc, c'est l'amphithéâtre à Paris-Dauphine, dans lequel il y a les gens qui présentent ici, et puis on voit toutes les invectives qui ont pu être échangées pendant cette réunion, et je n'ai quasiment rien inventé. J'ai repris salope, pute, vas-y, accouche, Hidalgo, voix, etc. Tous ces fachos, dictateurs, staliniens, tout ça, c'est des choses que vraiment je n'ai pas inventées, c'est des choses qu'on... Parfois, je rajoute une petite couche pour faire une note d'humour, mais l'essentiel, j'ai repris juste ce qu'ils ont dit. Et pareil pour les arguments qui ont été déployés contre ce centre, je n'ai rien fait que reprendre leurs arguments. Ils étaient tellement fallacieux, tellement ridicules qu'il y avait quasiment rien à rajouter pour que ça soit drôle, quoi. Voilà. Les arguments, c'était du genre de ceci,
Dans le 16e, ils seront perdus et isolés, il n'y a aucun commerce, ceux qu'il y a sont beaucoup trop chers pour eux, les boîtes grouillent de prostituées, de proxénètes, de travestis, c'est horrible, voilà. Un arbre pourrait tomber sur eux un jour de tempête, voilà. Donc tous ces arguments, je les ai juste repris et ils suffisent pour que le ridicule se retourne contre eux. Voilà. Alors finalement, le centre se crée. Alors le centre se crée. Les derniers recours, le maire adjoint, Yann Brossat, décide de commencer l'installation du centre alors que tous les recours n'ont pas été encore instruits. Mais comme il est sûr qu'ils vont les gagner, les travaux partent tout de suite après cette réunion. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un centre d'hébergement provisoire qui est construit à partir de modules en bois. Mais c'est très joli, c'est très bien fait, l'intérieur est extrêmement confortable. Comment dire, on a été ému quand on a visité le chantier, qu'on a visité les lieux, parce que pour les sans-abri, pour des familles avec enfants qui avaient parfois vécu 5 ans dans la rue, c'était tout d'un coup simplement avoir une clé dans la main. Quand on n'a pas eu de chez soi et qu'on a une clé désormais pour ouvrir un petit studio de 18 mètres carrés qui offre quand même un petit espace pour les enfants, un petit espace pour les parents et une douche et des toilettes au milieu, c'est le paradis, quoi. C'était extraordinaire. Et puis, voilà, une architecture très belle, complètement intégrée au 16e arrondissement, c'est-à-dire que comme il y avait les Dassault, les Wildenstein, Christophe Blanchard-Dignac, l'ancien PDG de la Française des Jeux, inspecteur des finances, grand ami de Nicolas Sarkozy, qui habitait juste à côté, il fallait faire attention, ils étaient déjà très en colère, mais à les respecter. Donc du coup, l'architecte a fait en sorte qu'il voit toujours le bois de Boulogne, c'est-à-dire c'est pas un truc, un immeuble comme ça, un cube. Hein, c'est quelque chose qui fait des vagues, qui laisse des espaces de lumière, des espaces de vie, de vue. C'est une construction que je trouve incroyablement luxueuse. Hein, on ne trouverait pas ça dans le 19e ou dans d'autres arrondissements. Mais c'est fait pour que ce soit possible dans le 16e. Donc il pleut quand même toujours où c'est mouillé, hein, franchement. Mais il faut se mettre à la place des Wildenstein, des Dassault et autres Blanchard-Dignac, à 55 mètres de chez eux, avoir 200 sans-abri, c'était quand même, après les HLM qui ont été construits juste à côté de la Villa Montmorency, après les HLM, les logements sociaux qui sont construits pas très loin encore de l'autre côté de chez les Wildenstein et autres Dassault, à quelques 500 mètres, ils se sont dit non mais c'est pas possible avec cette mairie, pourtant c'est que des socialistes, enfin il y a des communistes, là le maire Yann Brossat est un communiste, mais ils se sont dit c'est pas possible, si là on laisse passer ça, vraiment on est foutu. Déjà qu'on a la faucille et le marteau, une énorme sculpture qui a 2 pas avec l'ancienne qui a jamais enlevé sa faucille énorme et son marteau énorme. Ils se sont dit non c'est pas possible, on s'en sortira pas dans un tel paysage. D'ici à ce que nos enfants soient influencés et deviennent communistes, ça n'ira pas du tout. Donc voilà, et donc alors Bertrand, vous allez poser d'autres questions? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours un peu la même réflexion quand on lit vos livres. On découvre un monde tout proche et qu'on ne connaît pas. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Le bois de Boulogne, tout le monde sait ce que c'est, lieu de promenade, lieu de prostitution, on connaît parfois 1 ou 2 restaurants qui sont là, on les aperçoit quand on passe par là, et c'est tout. Et le bois de Boulogne que vous décrivez, c'est tout autre chose, justement, moi je ne savais pas que Dassault habitait là. Ce monsieur Wildenstein, mais c'est la grande fortune des marchands d'art. Oui, ça me dit quelque chose, mais bon,
la fondation, on voit que tout d'un coup on s'aperçoit que oui, c'est aussi la fondation de Louis Vuitton, que c'est un certain nombre de restaurants extrêmement réputés, que bon voilà, alors justement, vous décrivez toute cette sociologie du 16e arrondissement dans ce lieu qui est en fait un lieu extrêmement contrasté pour les Parisiens. C'est un lieu qui, en principe, est un lieu accessible à tous. C'est une forêt qui date depuis très longtemps. Bon, Second Empire. Second Empire. Et c'était un espace public. C'est un espace public, ok, mais ce public est limité quand même, parce que vous avez un grand cercle qui occupe de l'espace, ne serait-ce que par ce qui est son activité principale, c'est le Polo de Paris. Le Polo de Paris a grignoté, enfin, si on peut dire, avec bel appétit, un espace sur le bois de Boulogne qui est très, très important, très étendu. C'est donc pour pratiquer le polo, parce qu'il y a un sport qui demande de l'espace, évidemment, puisqu'il y a les chevaux, etc. Et en même temps, c'est un lieu qui n'est pas seulement un lieu sportif dédié à un sport spécifique, mais il y a aussi des équipements classiques dans ce genre d'univers. Il y a un restaurant, il y a un bar, il y a un accueil avec du personnel, enfin tout ce que ça représente, et c'est aussi surtout sous la légitimité des cercles privés. On ne peut pas entrer au cercle du Polo de Paris si on n'est pas membre du Polo de Paris en tant qu'adhérent. C'est un cercle comme lequel... Il y a d'autres cercles dans le Bois de Boulogne, comme le cercle du Bois de Boulogne, le Racing, Lagardère Racing Club. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, on ne peut pas imaginer que la lutte de classe soit à ce point objectivée dans l'espace. C'est-à-dire que là, avec le Bois de Boulogne, avec ce qu'on décrit là, on a dans l'espace l'objectivation de l'oligarchie et, par défaut, les espaces réservés aux autres classes sociales. Et comme le dit Michel, on voit bien comment, dans le Bois de Boulogne, dès le Second Empire, il y a, on peut appeler ça de la corruption, nous on appelle ça de la solidarité de classe, entre les politiques de la mairie de Paris, qui dès 1852 offrent des concessions à leurs camarades de classe, à la grande bourgeoisie. Alors ces concessions, c'est donc le cercle du Bois de Boulogne, 8 hectares, le Polo de Paris dont Michel a parlé, c'est 9 hectares, le Racing Club, c'est encore 9 hectares. Au total, donc avec l'étrier, et puis j'oublie encore un autre cercle. Le tir au pigeon. Non, le tir au pigeon. C'est le même que le cercle du Bois de Boulogne. Enfin, ça fait 25 hectares. À ces 25 hectares, j'ajoute les 23 hectares du jardin d'acclimatation, qui là aussi, le jardin d'acclimatation, c'est un espace public puisque c'est dans le Bois de Boulogne, mais qui a été transformé en un jardin privé réservé plus ou moins aux grandes familles. C'est 23 hectares. C'est aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, une concession qui a été attribuée aux frères Boussac pendant la première partie du XXe siècle. Et puis ensuite, quand les frères Boussac ont fait faillite et que Laurent Fabius a offert sur un plateau d'or à Bernard Arnault pour pas grand-chose l'affaire Boussac, qui a été à l'origine de la fortune de Bernard Arnault, qui a, vous avez vu le film magnifique de François Ruffin, Merci Patron, donc qui a licencié tous ceux qui faisaient de l'ombre à la seule pépite qui était intéressante, c'est-à-dire Dior, qui lui a permis de faire la fortune qu'il a faite et qui se chiffre aujourd'hui à 70 milliards d'euros,
et qui fait qu'il est la 4e fortune du monde, la première fortune de France et la 4e. Mais plus on en a, plus on en veut. Il n'y a jamais de petits bénéfices. Du coup, Bernard Arnault s'est fait attribuer par Anne Hidalgo, tout récemment, une nouvelle concession juste en face du jardin d'acclimatation, là où était implanté le musée des arts et traditions populaires. Et donc là, oh merveille, il chasse les arts et traditions populaires et il installe le luxe et les métiers d'art dans cet espace avec de nouveau des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros. Et qui sera au final propriétaire et de la Fondation Louis Vuitton et de ce nouveau Institut des métiers d'art qui va sortir de terre, enfin pas de terre, qui va être, en réalité, c'est le musée d'art et traditions populaires qui va être rénové, réhabilité. Qui va donc, voilà, à qui ça va appartenir, qui vont être les principaux actionnaires de ça, mais ça va être nous. Parce que tout ça, c'est défiscalisé à 66%. La Fondation Louis Vuitton, il y a, tiens, ce soir, un documentaire de pièces à conviction, je vous le dis, sur France 3, à regarder absolument. Là, vous avez absolument tout le décortiquage des montages financiers de Bernard Arnault, et je peux vous assurer qu'il y a un homme ce soir qui ne va pas dormir tranquille. Parce que vraiment, c'est un truc que la journaliste a fait, qui est incroyablement impertinent, incroyablement juste, incroyablement fort, incroyablement courageux. J'espère qu'il lui arrivera rien. Et donc, elle montre que voilà, c'est nous, les contribuables, qui sommes actionnaires de la Fondation Louis Vuitton, qui seront actionnaires du prochain musée de luxe de Bernard Arnault. Donc, ce travail qui a l'air anecdotique comme ça, en réalité, et ce sera ma conclusion là, en réalité, il nous montre en acte, en se promenant, puis c'est toi qui vas décrire les promenades sociologiques qu'on a organisées, en se promenant, en faisant un travail qui n'est pas difficile à faire, notre travail, tous les sociologues de France sont capables de le faire. Pourquoi sont-ils si peu allés sur les terrains des dominants? On se le demande. Par ce travail-là, on montre la lutte de classe, on montre la guerre de classe, on montre une oligarchie qui en veut toujours plus, qui ne fera jamais de cadeaux aux autres. C'est une guerre, avec des armes comme ça qui sont utilisées. C'est ce que vous appelez la LVMHisation oui, du bois de Boulogne, ce que oui. vous venez de décrire, Oui. processus d'appropriation de territoire Oui. et de construction Oui. d'immeubles ou de lieux symboliques, c'est ça. La bon, vas-y, dis-le toi. LVMHisation. Voilà. Et qui a fait qu'on n'a pas eu de papier ni dans les Échos, si dans le Parisien, finalement, on y est arrivé. Mais enfin, sans parler de Bernard Arnault, ni de la LVMHisation du bois de Boulogne. Alors, est-ce que Sa Majesté Étienne veut bien Sa Majesté, ouais. Si. Non, ce que je peux dire juste, c'est que du coup, on a représenté dans le livre, donc c'est une lutte, vous avez compris, sur l'espace. Donc du coup, je me suis dit, mettons-la en scène aussi dans l'espace de la page. Donc là, il y a par exemple les enclaves privatisées du bois de Boulogne qui sont marquées, les principales, mais il y a aussi donc le jardin d'acclimatation qui n'est pas marqué là parce que ce n'est pas tout à fait privatisé, même si maintenant c'est réservé quand même à Bernard Arnault pour quelques dizaines d'années. Mais voilà, et donc alors que le petit centre pour sans-abri est là, enfin et même je l'ai un peu agrandi pour qu'on le voit, mais c'est vraiment une toute petite partie et qui ne mange absolument pas le bois de Boulogne puisqu'il est en bordure du bois de Boulogne. Et donc ce que disait Monique tout à l'heure, il y a 2 promenades sociologiques qui sont dans le livre, donc qu'on vous encourage à faire et que j'ai donc représentées. Donc ils sont, voilà, on peut les faire en suivant, là on voit la faculté dont on parlait tout à l'heure, Paris-Dauphine qui est là, et puis l'endroit où... Attends, parce que là, il faut que tu soulèves un peu plus, oui, c'est ça. Mais c'est pour que je le vois moi un peu. Mais voilà, c'est vrai, mais du coup je ne peux pas vous en parler. Voilà, donc il y a la représentation de cette promenade avec les lieux principaux dont
dont Monique et Michel parlent dans le texte. Donc ces promenades sont décrites par Monique et Michel. Et j'ai juste fait que les remettre en scène sur des petites cartes. Voilà. Alors dans celle directement dans le bois de Boulogne, il y a un petit scoop, c'est-à-dire qu'il y a maintenant la possibilité de rentrer dans un de ces cercles, le cercle du bois de Boulogne, dont toute une partie a été rendue au public en 2008, l'autre partie étant réservée aux membres. Et donc vous pouvez rentrer, il n'y a aucune publicité, il faut que vous ne soyez pas timide, vous suivez bien nos indications, et puis vous rentrez et vous allez respirer l'odeur du bourgeois. Enfin non, c'est pas... comment dire, c'est pas, il n'y a pas un air pollué. C'est très... Il n'y a pas de véhicule. C'est des lacs magnifiques avec des bâtiments type Normandie, enfin voilà. Et là, on comprend ce que ça veut dire que le bien-être de l'entre-soi, ne pas être pollué par rien. Parce qu'au fond, les seuls bruits qui dérangent, c'est les bruits de classe. C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'être entre eux, mais ils ne supportent pas le dissemblable. Donc la ségrégation, ce que nous montrons là encore une fois de plus, est avant d'être l'évitement du dissemblable, c'est un processus d'agrégation, d'amour de son semblable. Et puis après, on en dira plus pourquoi il s'aime tant. Alors juste, oui, j'insiste. Alors donc, Monique et Michel ont décrit ces promenades, donc on peut les faire. Et moi, j'ai été donc à la fondation, je peux juste faire mon petit témoignage, j'ai été à la fondation Louis Vuitton pour voir un peu déjà de mes yeux ce que c'est. Et après, j'ai suivi la promenade de Monique et Michel. Et donc, j'ai été dans ce lieu qui est maintenant ouvert au public. Et c'est vrai que moi, je ne l'aurais pas su, je ne serais pas rentré parce que c'est vraiment, il y a un gardien à l'entrée. On se dit non, c'est pas là, c'est pas, on ne peut pas obliger de demander. Et si on pouvait, enfin, j'ai pu juste y rentrer avant que ça ferme. Il y a des parties auxquelles on n'a pas accès, qui sont réservées qu'aux gens qui font partie du centre, qui ont été cooptés. Mais il y a des parties dans lesquelles on peut quand même se balader et des très beaux endroits, très tranquilles. Avec des bancs, enfin vraiment un petit paradis pour ceux qui aiment lire. Alors, il y a aussi les immeubles qui entourent le bois. J'ai appris l'existence des immeubles Walter en lisant votre livre. Ça serait votre rêve d'y habiter. C'est quoi? Je ne sais pas, peut-être, oui. Ah si, c'est magnifique. Je ne suis pas allé voir, donc dites-nous un peu plus. L'adresse, déjà. C'est la place de Colombie, tu sais, c'est des très beaux immeubles. Il y a, je crois, le CDE ou quelque chose comme ça qui se trouve dans le coin, oui, qui donne sur la place. J'ai réussi à me souvenir de ça. Et ce sont de très beaux bâtiments dont la construction doit remonter aux années 30. Oui, c'est ça, Art Nouveau. Avec un style très, très recherché et imposant, quoi. Et avec des très grandes fortunes. Oui, des espaces verts en terrasse, quelques petites agrémentations pour des habitants de Paris. Et donc avec des portes de service, des escaliers de service, c'est une architecture, des escaliers de maître, des entrées de maître. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un garage en sous-sol. Alors là, on va fêter le 50e anniversaire de mai 68. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les habitants de cet immeuble, eux, ils n'ont pas souffert de la grève de l'essence. Ils ont eu de l'essence tout le temps parce que dans le garage, il y avait une pompe à essence qui a toujours été alimentée pendant tout le mois de mai de 1968. Et le garage est immense, hein. Qu'est-ce que c'est, 10 000 mètres carrés, hein, je ne me rappelle plus. Et c'est là où Laurent Dassault raconte, quand il veut faire le malin, que pendant sa jeunesse, il avait un scooter ou une petite moto et il faisait des road movies dans cet immense sous-sol de cet ensemble immobilier, un ensemble immobilier de type oligarchique absolument parfait. Mais alors ça coûte combien l'appartement?
Alors, Étienne. Bon, je ne sais plus, mais j'ai regardé un peu. C'est marqué dans le oui, livre. on l'a. C'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Non, il faudrait quitter la place d'Italie définitivement. Non, c'est hyper luxueux. Puis alors, c'est des trucs d'architecture. Moi, je ne suis pas architecte pour expliquer. Admettons que ça, ce soit une grande baie vitrée, là. Eh bien, vous avez une seule, vous poussez votre vitre comme ça, et la vitre va s'encastrer dans le mur. Bon, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre ça. Oui. Ah oui, mais c'est extraordinaire, du coup, d'élégance, de clarté, je sais pas, ça donne une atmosphère très... Tout a l'air d'être... C'est luxe, calme et volupté, quoi. Et vous êtes allé chez qui? Chez personne, on n'a jamais été invité. Vous n'avez jamais pu rentrer Non. dans voir l'intérieur des appartements? Non, on les décrit par articles de journalistes interposés. Non, parce que souvent dans... on a été souvent invités. Vous avez été souvent invité dans les salons, à des dîners de la grande bourgeoisie. Et là, chez Walter, non. Rien. Ça s'est jamais trouvé. Bon. Enfin, on a été invité par le dessin d'Étienne. Oui, tu sais, tu m'offres des huîtres. Voilà, on y est dedans. Ben oui, non, il y a pourtant, vous ne connaissez pas ni Catherine Deneuve, ni Guy Wildenstein, ni Jean Beau, etc. Il y a pourtant du beau linge, mais vous les fréquentez pas. Alors, bon, en lisant votre livre, je me souvenais d'une discussion qu'on avait eue au mercredi d'Anard, et je vous soutenais que, dans son ensemble, la grande bourgeoisie était très éloignée des milieux du pouvoir politique. Et je crois que mon opinion était largement infondée. Elle était optimiste. Oui. Mais pas fausse, quoi. La réalité est beaucoup plus sombre. Il y a fusion, enfin, il y a qui sont les responsables politiques aujourd'hui sont des gens qui sont représentatifs d'un milieu dominant. Bon, c'est un peu à côté de notre sujet, mais le pouvoir politique, il est aux mains de gens qui ont un bagage culturel évident, enfin, qui existe, qui a sa valeur, mais peut-être mais le nombre d'ouvriers qui soient des élus de l'Assemblée nationale est extrêmement réduit. On avait vu des statistiques, c'était... 2%. C'était vraiment une erreur. Quelque part, on avait le sentiment d'une erreur tellement il y en avait peu. Il y en a peu aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, ils ne sont pas complètement idiots, les ouvriers. Ils pourraient très bien soulever des questions que les autres catégories sociales n'auraient pas à soulever. Il n'y a pas de représentation de la population française qui soit homogène avec cette population. La représentation électorale est une représentation qui est biaisée par le haut, bien entendu, mais on comprend qu'il y a des raisons bien évidentes à ça, la formation, le niveau d'éducation, des tas de choses, bon, peut-être, mais quand même, profondément, on doit considérer que le pouvoir politique est un pouvoir qui est aux mains des sachants, comme on dit un peu actuellement, mais aux mains de ceux qui ont déjà beaucoup de ressources, de moyens, et de moyens intellectuels, etc., et de réseaux. Voilà, donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, on est quand même... Parce que c'est-à-dire que depuis la fin des années 80 qu'on s'est rencontrés,
l'évolution du système capitaliste a été extrêmement rapide, allant vers une oligarchisation. Même vous, dans Royaliste, vous utilisez le terme d'oligarchie très très souvent. Je trouve que ce que vous écrivez et ce que nous écrivons se renvoie la balle de façon formidable. Ce qui n'était pas le cas peut-être au début des années 90. Hein, parce que je pense que la politique, le politique, a été véritablement prédaté par les puissants et les nantis, comme ils se sont appropriés les médias. Hein, vous savez que 9 milliardaires français possèdent 90% des médias. Ça, c'est le résultat du travail des militants d'Acrimed. Qu'aujourd'hui, le monde de l'art, de la culture, de l'éducation, tout ça est privatisé, marchandisé et est aux mains des actionnaires. Qu'avec Emmanuel Macron, on va franchir des pas, vous le soulignez dans chacun des numéros de Royaliste, des privatisations absolument sans précédent qui vont détruire totalement tout ce qui a été construit avec le CNR. Et aujourd'hui, on est dans cette caricature avec un président de la République, Emmanuel Macron, très mal élu, avec des manipulations tout à fait extraordinaires, puisqu'il était l'ami de tous les propriétaires de médias, que maintenant, petit à petit, on commence à obtenir la liste des donateurs et à se rendre compte à quel point les donateurs financiers, souvent d'origine anglo-saxonne, mais nombreux aussi en France et en Belgique, se sont vus récompensés extrêmement vite de leurs dons. Et ça, quand on sévira sur cette question, vous ne serez pas déçus. Et donc cet ex-banquier de chez Rothschild, qui désormais considère la France comme un terrain à vendre aux multinationales, mais venez donc à Versailles, dites-nous ce que vous voulez et servez-vous, mes chers amis, mes chers camarades de classe. Vous voyez bien comment ça a évolué tellement vite. Et moi j'aime bien le fait que justement on se retrouve comme des vieux couples vieillissants, là nous tous au même endroit, c'est mercredi de la NAR, parce que on prend conscience de ça. Hein, Oui, l'objection que je vous faisais, oui. La discussion, elle avait lieu à la fin des années Mitterrand. Oui, c'est ça. Où l'évolution pointait, il y avait déjà eu des complaisances extrêmement fortes entre le pouvoir et... Mais c'était des milieux d'affaires, c'était pas le monde du luxe qui restait quand même assez marginal, où, je sais pas comment, enfin cette grande bourgeoisie qui avait l'air de vivre à cette époque-là encore dans un entre-soi bien à elle, dans ses propriétés, parce que vous décriviez dans vos premiers livres, et justement des gens qu'on ne connaissait pas du tout, et qui avaient un autre mode de vie, mais qui avaient l'air de ne pas beaucoup intervenir. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 2000, ça coïncide avec le quinquennat, avec l'euro, avec beaucoup de choses d'ailleurs, des grands choix qui ont été faits. Il y a eu effectivement constitution d'une oligarchie qui est où tous les fils en fait se sont réunis. Ce que vous disiez pour Bernard Arnault et Laurent Fabius, c'est justement du temps des années Mitterrand, un certain nombre de liens se sont constitués à ce moment-là, mais tout s'est regroupé et se regroupe de plus en plus. Maintenant, c'est encore plus net avec Emmanuel Macron et la scission entre cette classe dominante et le reste de la nation a l'air est de plus en plus marquée. C'est ce qui est frappant dans votre livre, effectivement. Donc voilà, bon, ce que je disais n'a plus tellement de sens. C'est vraiment, on reprend votre expression de classe mobilisée, qui est la seule classe sociale véritablement mobilisée pour la défense de ses intérêts, c'est celle-là. Et vous avez bien montré aussi dans un de vos livres, en étudiant Neuilly justement, comment cette classe se mobilisait pour la défense d'un territoire.
que ce soit un territoire à la campagne ou d'un territoire urbain. Et là, on a justement cet exemple tout à fait frappant, et frappant, mais en même temps pas visible. Il faut un livre pour qu'on aille voir le livre à la main. C'est curieux quand même. Quelque chose qui est tout près de chez nous, un endroit qu'on croirait familier et qu'on va redécouvrir justement en faisant ce circuit sociologique. Ça, je trouve ça très frappant. Oui, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique, c'est-à-dire c'est ça qui est frappant quand même. Il y a 1000 sociologues en France. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de travail sur les puissants et les dominants? Comment c'est la violence symbolique, c'est la timidité sociale. On n'ose pas, on a peur. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller faire chier, aller tourner autour des cercles et puis ou faire des manifestations? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas manifester dans le... Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait, c'est d'ailleurs dans un film dont naturellement le titre m'échappe, qui a été fait sur les médias il y a 4, 5, 6 ans. C'était Pierre Carle? Oui, c'était les chiens de garde. Voilà. Les chiens de garde, voilà. C'était Balbastre. Il y a eu, pendant quelques semaines, quelques mois, des piquets de militants devant l'hôtel, le restaurant où se tient le dîner du siècle. Voilà, et ils posaient des questions, et ils filmaient, et puis on les a éloignés, ils se sont découragés. C'est pas tout à fait ça la fin de l'histoire. Je ne sais plus très bien. Non, mais la fin de l'histoire, c'est que tout simplement, le siècle, au lieu d'organiser ses dîners à l'Automobile Club de France, les organise désormais au cercle de l'Union interalliée, dont l'accès est plus difficile, puisque l'accès donne sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, juste à côté de l'Élysée. Il y a des forces de police tout le temps, vous ne pouvez pas stationner là comme sur la place de la Concorde. Voilà, donc ils se sont déplacés là et c'est plus secret, disons. Parce que le premier lieu, c'était à l'hôtel Crillon, non? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que vous parlez également vous en avez dit un tout petit mot, des jeux d'influence pour acquérir des avantages fiscaux, territoriaux. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu ce point-là? C'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est que là, avec ce livre, on a montré que la solidarité sociale n'existait pas. C'est-à-dire que Bertrand, il a, dans son article brillant, dans Royaliste, il a évidemment pris le 13e arrondissement comme point de repère par rapport au 16e. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a 18 places de centre d'hébergement d'urgence dans le 16e, alors que dans le 13e, il y en a 1335. Donc vous voyez l'écart. Et le 13e n'est pas à la pointe. C'est bien entendu les 19e et les 20e, puisque la pauvreté attire la pauvreté, que l'on met les plus pauvres toujours près des plus pauvres. De la même manière, nous avons montré dans Tentative d'évasion fiscale que les plus riches refusent de contribuer à la solidarité nationale à travers le paiement des impôts à la hauteur de leur fortune. Et on peut décliner ça tout le temps. La solidarité politique n'existe pas, c'est de la prédation politique. À tous les niveaux, quel que soit le pôle de l'activité économique et sociale auquel on s'intéresse, on voit toujours, que ce soit l'école, la culture, le politique, la fiscalité, l'économie, bien entendu, l'urbanisme. Chaque fois, ils font sécession, chaque fois, ils refusent la solidarité. Eh bien, nous, on vous le dit tout franco de port, qu'ils s'en aillent. Nous, on est capable de faire tourner le monde de l'économie réelle. On est capable. De toute façon, les capitaux sont déjà partis, ou ils partiront. Et nous, on doit prendre acte. Je trouve que notre travail, 25 livres qu'on a fait sur cette classe sociale, tout est honnête, tout est sourcé, tout est correct,
aboutit à cette conclusion. On n'a pas besoin d'eux. Je suis désolée. Il n'y a pas à être désolé. Bon, on va peut-être élargir la discussion. Raoul, comme d'habitude, va animer le débat. Allez, commence. Excusez-moi, je peux juste faire. Je me présente pour qu'il n'y ait pas de Ah malaise. oui, vas-y, mais je croyais que tu étais déjà présenté. Non, j'ai pas eu le Excuse-moi. temps, ça a Ah, je suis désolée. je suis réalisateur de documentaire et je fais un film sur Monique et Michel. Je les suis depuis plus d'1 an. Je prends la parole pour vous prévenir que je filme cette réunion dans l'optique d'un film qui va sortir au cinéma. S'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas apparaître dans le film, qu'il vienne me voir à la fin. Et en attendant, je me permets de filmer librement. Et si quelqu'un a déjà, s'il y a déjà des gens qui savent qu'ils ne veulent pas être filmés et qui lèvent la main, je me ferai une pause à ce moment-là. Bon. Allez, vas-y. J'ai une question, mais je fais juste une remarque avant par rapport à ce que vous venez de dire. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu le Canard enchaîné d'aujourd'hui. Il y a un petit article sur Emmanuel Macron qui éloigne les journalistes de l'Élysée. Et l'article conclut que la raison pour laquelle il le fait, c'est pour pouvoir accueillir ses visiteurs du lundi, je crois, de manière la plus discrète possible. Alors là, ce sera un travail pour vous. Qui sont ces visiteurs? Mais certainement, les milieux d'affaires sont pas loin. Juste avant, vous avez dit que vous étiez les seuls sociologues, Pas les seuls, presque, à vous intéresser en fait aux dominants. Mais bon, les sociologues ont peut-être ce tropisme de s'intéresser trop aux dominés, mais c'est l'autre face d'une même médaille. Mais la question que je voulais vous poser, c'est maintenant que vous êtes connu, parce que j'ai vu le documentaire Les Ghettos du Gotha, qui doit avoir peut-être une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, 2007. Voilà, maintenant que vous êtes connu en tant que sociologue qui dénonçait finalement cet entre-soi de la bourgeoisie ou des milieux d'affaires, est-ce que vous sentez que des portes se ferment? C'est-à-dire, est-ce que vos enquêtes sont plus difficiles à mener, la promotion de vos ouvrages également, etc. Est-ce que vous sentez des tensions? C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile d'avoir des contacts, qui nous ouvrent des portes. Pourquoi? Au début, c'était beaucoup plus simple. On a commencé par un premier bouquin sur le sujet qui était consacré à la ville de Neuilly et qui s'appelait Dans les beaux quartiers, avec en exergue un passage d'Aragon très très beau c'était d'un des romans. C'était qui s'appelait Les Beaux Quartiers. Et oui, c'est pour ça qu'on a appelé le livre Dans les Beaux Quartiers, et avec la citation d'Aragon qui montrait bien que le titre était une filiation un peu. Et dans cet exergue, il y avait la description d'une petite fille qui court dans les couloirs de l'appartement qui est vaste et qui appelle papa, maman, avec beaucoup de charme. Dit comme ça, mais c'est très bien écrit, évidemment, c'est très beau. Et ça se termine par une évocation du travail dans les usines du nord de la région parisienne, dans la ferraille, la poussière de métal, etc. Oui, juste à côté, à Puteaux, c'était même Puteaux. Et c'était juste à côté, c'est-à-dire que cet exergue était un peu aussi pour nous une déclaration de ce que nous voulions faire.
il y a des niveaux de vie qui sont différents, il y a des pauvres et des riches, il y a des gens qui travaillent et qui se tuent au travail, quelquefois parce que c'est pour gagner bien sa vie quand on a quelque chose de privé, disons, mais quand on a un salarié, dans les usines, c'est dur, enfin du nord de la région parisienne. Et notre livre Dans les beaux quartiers, c'était un peu de dire qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers qui ne sont pas des quartiers où il y ait de la pauvreté visible, alors que dans beaucoup d'autres quartiers de Paris et de la banlieue, bien entendu, il y a de la misère, il y a encore aujourd'hui qui se voit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette concentration? Et on a trouvé tout de suite, je crois, le fil pour la suite de nos travaux, c'est que ce milieu social est profondément solidaire. Il y a des guerres internes, des contradictions pour les affaires, ça peut arriver, etc. Mais lorsque il y a un danger politique qui apparaît, alors là, on serre les rangs et on se mobilise. On a vécu ça en 95, où on faisait des entretiens dans des familles, où on s'est rendu compte que les portes se fermaient. En 1995, il y avait eu des mouvements sociaux très, très, très forts, très, très marqués. Je me souviens que, par exemple, il y avait l'armée qui assurait les transports dans Paris. Je me souviens, on était dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, en 95, et moi je me souviens que les valises étaient prêtes pour la Suisse. En 95, comme en 81, et franchement, nous, je me souviens tous les deux, on était accrochés, on s'accrochait comme ça surtout, ne rien dire, faire bonne figure, faire face à ce qui nous arrivait. Alors, peut-être que c'était là, ils surjouaient leur truc, mais je pense pas. Mais si vous voulez, vous voyez petit à petit, les portes se sont fermées pour nous, et complètement à partir de la violence des riches. Le président des riches, les portes étaient encore un peu ouvertes, parce qu'il y avait... dans la noblesse ou la grande bourgeoisie, il y avait des socialistes libéraux, mais qui étaient en guerre contre Nicolas Sarkozy. Et donc il y avait des contradictions qui nous ont beaucoup facilité la tâche. Par exemple, pour écrire Le président des riches, où on a eu beaucoup de gens de pouvoir qui nous ont parlé sous anonymat et qui nous ont aidés à faire ce travail. Mais après... C'était son côté nouveau riche? Oui, son côté nouveau riche, et puis son côté peut-être aussi voyou, trop voyant, si je puis dire. Et vous n'avez qu'à penser au financement libyen de sa campagne pour comprendre que, avec tous les morts tous les gens qui ont dû être éliminés peut-être pour cacher cela, pour comprendre que c'était pas si facile que ça pour certains d'avoir ce président-là comme emblème de l'oligarchie. Mais donc, les portes se sont totalement refermées. Mais qu'à cela ne tienne, nous, on est comme le système capitaliste qui rebondit toujours, qui intègre la critique pour mieux rebondir. Nous, avec Michel, ok, tout est fermé, mais on s'en fout, on continue. Et alors, maintenant, on travaille avec des lanceurs d'alerte, avec des gens qui nous parlent sous anonymat, des inspecteurs des impôts, par exemple, pour faire le travail sur Bercy, où on montre que Bercy est le lieu de la complicité de classe pour organiser la fraude fiscale impunie des plus riches. Il ne nous est rien arrivé, parce que c'est des inspecteurs qui nous ont parlé, et puis tout est fiable, tout est vrai, tout est comme ça, et donc c'est irréprochable. Donc voilà comment on travaille. Et puis là, pour ça, il a suffi qu'on se promène, il a suffi que, je sais pas, qu'on fasse notre boulot de sociologue. On n'a pas pu interviewer des familles riches, mais on se déguisait avec Michel, c'était au mois d'août.
On mettait un petit chapeau, une petite casquette, des lunettes noires. Et puis, donc, ils se promenaient autour du chantier. Et puis, nous, on disait, oh, mais vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on construit? Oh, ma pauvre dame, si vous saviez. Et donc, hop, alors on prenait pas de notes, on mettait tout dans nos petites têtes. Et puis après, on avait notre Kangoo rouge qui nous attendait. Puis on allait tout noter. Ça nous a fait des interviews un peu volées. Hein, c'est pas toujours correct de faire comme ça, mais on n'avait pas d'autre choix. Voilà. Mais je vois pas pourquoi vous êtes choqué par le fait que les gens veuillent vivre entre eux. On est tous capables de voir ça. Qui se ressemble, s'assemble. Quel est le problème? Ah ben le problème, c'est si payaient leurs impôts. D'accord. Mais l'entre-soi, c'est pas en soi une objection qu'on puisse faire. Voilà, parce que c'est même une précaution, si on a lu Girard, que les gens ne se confrontent pas tous les uns avec les autres, sinon ça serait la guerre. Donc c'est très bien, quelque part, que les gens soient chacun dans leur coin, pour éviter d'une confrontation qui, elle, serait très violente. La cohabitation qui pouvait exister, qui existe aujourd'hui, est extrêmement douce pour les grandes bourgeois qui sont dans le quartier. Il n'y a que 200 personnes à... Non, mais c'est anecdotique, mais que le réflexe que vous avez décrit n'a rien de choquant, finalement. On est tous à vouloir créer notre écosystème. Et ben, chacun a le droit de vivre comme il veut. Et vous avez quand même remarqué qu'on l'a toujours associé au problème de la solidarité sociale, de la solidarité... parce que c'est un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Vous avez le droit de vivre sans les autres, forcément. Surtout si vous êtes riche. Là, nous ne l'avons pas contesté, ça. Ben voilà. Hein, nous avons contesté le fait qu'ils refusaient de prendre leur part d'accueil des sans-abri, d'accueil des migrants, et qu'ils se constituaient un territoire à eux en privatisant un des rares bois publics de la région parisienne. Donc quand même, on a bien fait notre travail de sociologue. On ne travaille pas sur l'entre-soi de manière substantialiste, on travaille sur l'entre-soi de manière relationnelle. Et c'est ça le travail du sociologue, c'est de toujours mettre en relation ce qui n'est pas évident, ce qui se donne comme naturel, nous ça on le conteste. Et nous on construit toutes les relations qu'il faut construire pour montrer comment fonctionne notre société de classe. Elle a toujours fonctionné comme ça, la société. Les 200 familles, vous avez l'air de dire que c'est nouveau, les 200 familles, on en parlait il y a 200 ans. Donc quelle différence entre les 200 familles, si ce n'est qu'avant c'était des familles nationales et qu'aujourd'hui c'est plus mondial. Donc il y a une désolidarisation nationale et aussi elles étaient parfois chrétiennes, donc intéressées par un peu de solidarité avec les gens qui étaient en dessous. Mais la différence, elle n'est pas substantielle, finalement. Rien ne change sous le soleil. Oui, j'aurais deux observations. L'une sur le lieu. Il se trouve que j'ai eu un fin de carrière EDF, logement de fonction à côté de celui de Pierre-Gaubois, près de l'avenue de Foch. Donc je connais un petit peu le lieu, mais je ne connais pas du tout les lieux que vous m'aviez indiqués. Voilà. Et c'est un peu un guide, votre livre. On peut après faire un circuit, c'est ça? Bon. Alors il y a la question de la prostitution quand même, pour celui qui vit un certain nombre. C'est la coexistence. Là. Moi je cherche toujours un peu le contraire de ce qu'on peut appréhender au premier degré. Donc la prostitution, alors qu'ici, on a le bois de Vincennes, c'est quand même moins visible et moins agressif. Alors ça, c'est le premier volet. Comment se fait-il qu'il y ait cette coexistence, cohabitation, je ne sais pas comment dire. Et voilà. Et après, ce sera sur le là de la grande bourgeoisie, qui quand même, il y a ceux qui viennent des nouvelles technologies, ceux qui viennent du politique. Voilà, c'est un peu, moi qui arrive à en côtoyer, il y a quand même quelques différences entre les uns et les autres. Mais quand même, déjà restons sur le point par rapport au bois de Vincennes. Et la prostitution. Et toi, tu habites à côté du bois de Vincennes? Oui. On a fait un chapitre, on a comparé le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. C'est deux bois qui ont été construits au même moment sous le Second Empire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec Michel, on a fait en 1986, on a pris tous les annuaires des grands cercles, l'Automobile Club, le Travelers, le Cercle de l'Union Interalliée,
le Cercle du Bois de Boulogne, le Polo de Paris et tout ça. Et depuis leur création, on a suivi toute l'évolution des adresses de tous les membres. C'est un travail énorme qu'on a fait tous les deux, mais c'est ça qui nous a ouvert les portes de la grande bourgeoisie. C'est à partir de ce travail laborieux qu'on a donné, qu'on a contre-donné aux membres des cercles, aux présidents des cercles, qui avaient accepté que nous venions travailler dans les cercles avant que les membres arrivent, parce qu'après il fallait partir par les portes de service. Nous avons fait ce travail et nous avons pu montrer que sur les 10 000 membres de ces grands cercles, il n'y en avait que quelques, même pas dizaines, qui habitaient près du bois de Vincennes. C'est-à-dire que massivement, ils habitaient près du bois de Boulogne. Et pourquoi pas, alors que le bois de Vincennes offre des caractéristiques d'usage qui sont très proches de celles du bois de Boulogne. Donc c'est bien parce que c'est à l'ouest, parce qu'il y a à côté le 16e arrondissement, Neuilly, c'est-à-dire un ensemble homogène de bourgeoisie. Et il n'y a pas de SDF dans le bois de Boulogne, il y en a 400 dans le bois de Vincennes. Voilà, il y a plein de différences. Alors, il y a la prostitution dans le bois de Boulogne, mais franchement, la coexistence se passe bien. Et moi, de ce que j'ai pu voir... Ça mériterait une analyse. Enfin, oui. C'est vrai. C'est une question. Hein. Oui. Bon. Nous, on y a circulé à différentes heures du jour et de la nuit. Et moi, notamment au petit matin, je ne peux pas vous dire ce que j'ai observé parce que je n'ose pas. Mais enfin, bon, ça ne déplaisait pas à ces messieurs de la grande bourgeoisie, ce que j'ai pu voir au petit matin. Donc voilà, quoi dire de plus? Honnêtement, vous avez entendu parler de gros conflits là-dessus, moi non. Non, mais justement, ça pourrait gêner, c'est ça. Oui, ça pourrait, mais le fait est, c'est que ça ne gêne pas. Certaines situations, voilà, je passe. Le fait est, c'est que ça ne gêne pas. Alors, le deuxième volet, c'est effectivement la question de, à mon avis, la bourgeoisie, c'est pas tout à fait vrai. Il est apparu donc une bourgeoisie issue des nouvelles technologies. Alors, je vous conseille donc un de mes camarades de promotion, Michel Vol, qui a fait l'INSEE comme moi, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Hein. Vous devez peut-être connaître le nom, voilà. Des mondes qui sont tous en situation de monopole. Voilà, au moment où on parle de concurrence, Facebook, il a 2 milliards, etc., 300 millions. Enfin, je ne veux pas rentrer, mais je vous conseille la lecture où vous faites intérêt avec Michel Vol. Et il passe nulle part parce qu'il explique que une partie des riches sont en situation de monopole. Voilà, les riches issus des nouvelles technologies. Et puis, deuxièmement, j'ai eu la chance, mal vu, d'être nommé à Moscou le 1er novembre 1989, donc j'ai vu Helsinki, en gros, dire c'est l'occasion jamais de devenir nous-mêmes capitalistes. Il ne faut surtout pas dire capitaliste ni plutocrate, mais oligarque, ça se sait bien, en arrangeant des privatisations, puisque tout est étatisé, il suffit de signatures pour transférer d'une manière ou sous-estimer. Enfin voilà, bon. Et effectivement, il y a une classe de capitalistes, dits oligarques, issus du politique, c'est quand même. Et souvent, on s'arrête à corruption, en disant il a pris du pognon, etc., sans voir que c'est pas seulement c'est pas les PP, etc., ni même les beaux hôtels particuliers. Il y a donc les anciens, si je puis dire, et puis il y a la finance avec les fonds de placement, et puis il y a les ceux qui viennent des fonds souverains aussi, qui viennent comme en Chine, tout ça. Donc, vous voyez, la classe dont vous parlez, elle est quand même relativement diverse quant à ses origines d'argent. Et deuxièmement, il faut qu'elle ait une base sociale. Quand EDF est passé de SA en EPIC, il y a quand même maintenant plus de 150 qui ont plus d'1 million par an. Voilà, c'est quand même, ils préféraient que ce soit une SA qu'un EPIC. Du temps de Marcel Boiteux, c'était de 20 à 20. Voilà. Et il était content comme ça, et voilà. Bon, donc c'est quand même pas tout à fait les mêmes. Donc il y a cette classe moyenne qui gagne beaucoup plus, enfin moyenne supérieure qu'avant. Et puis en plus, ils non seulement le salaire, en même temps, on crée les 500 maintenant filiales
EDF ou Engie, ex-GDF Suez. Donc ils sont également patrons ou administrateurs de filiales bidons. Moi, quand je rencontre un type, il est à la tête d'une filiale avec 3 personnes. Enfin, bon. Donc il y a tout un système pour rendre solidaire. Enfin, alors ils disent évidemment, nous on est millionnaires, les milliardaires ont 1000 fois plus. Je donne tout de suite la réponse, et on bosse pour eux, et on fait, enfin voilà. Il y a effectivement cette articulation entre plusieurs origines de cette grande bourgeoisie, et puis le relais qu'ils ont dans les entreprises, dont les entreprises qui ont été privatisées, et avec changement de statut. Voilà, voilà. Mais ça n'empêche pas l'intérêt de votre approche ciblée sur cette zone. Parce que nous, à l'oral, on est un peu bulldozer. On dit la classe sociale dominante, l'oligarchie, parce qu'on ne peut pas rentrer dans chaque fois, puisqu'on le fait dans nos livres, on montre bien l'hétérogénéité de cette classe. Hein, Michel, et c'est ça qui fait l'intérêt justement de cette classe, c'est qu'elle est extrêmement hétérogène de différents points de vue, du point de vue de la richesse économique. Par exemple, je ne sais pas si on prend le dernier palmarès de Challenge des grandes fortunes, il y a 390 fois la 500e fortune de je ne sais plus quel riche et Ruel dans la fortune de Bernard Arnault. 390 fois, ça n'existe pas dans l'univers des salaires. Ça n'existe pas. Hein. Donc il y a une dispersion dans les grandes fortunes qui est absolument énorme. Il y a, comme vous l'avez dit très justement, des origines de fortunes qui sont très diverses. Et quand un Mark Zuckerberg ou un autre Bill Gates parce que je vais prendre un riche français apparaît dans le domaine du numérique avec une énorme fortune. Nous, avec Michel, on a fait un livre qui s'appelle « Nouveau patron, nouvelle dynastie », qui a été payé par une banque d'affaires, qui nous a demandé de faire des entretiens très approfondis de 30 nouvelles grandes fortunes. C'était Pierre Belon, Paul-Louis Allais, des gens qui avaient fait fortune à leur génération d'une façon tout à fait étonnante, Jean-Marc Lèche pour Ipsos et tout ça. On a travaillé avec eux, on les a couchés sur le divan, et à la fin, on devait répondre, on devait faire des hypothèses de sociologues pour savoir quels étaient ceux qui allaient être admis dans la grande bourgeoisie, qui allaient être cooptés, et pas les autres. Et c'était très clair. Ceux qui avaient mis vraiment le pied, qui avaient mis le pied dans la grande bourgeoisie, qui allaient être cooptés, c'était ceux et ceux-là seuls qui avaient déjà fondé les prémices d'une nouvelle dynastie familiale. C'est-à-dire ceux qui allaient inscrire le temps de la richesse dans le temps long des générations. Vous voyez ? Et après ça, peu importe l'origine de la fortune. Hein, voilà. Donc, après, il y a les différentes formes de capitaux, le capital social, le capital culturel et le capital symbolique, qui sont eux aussi divers et hétérogènes que le seul capital économique. Donc ça, vous avez parfaitement raison de dire que c'est une classe extrêmement hétérogène et qui lance des signes aux classes supérieures en créant, comme vous l'avez dit très justement, des filiales, des postes et des postes et des postes, et Macron qui continue à créer des commissions et des commissions pour donner, par exemple, des postes aux dirigeants de FO quand il y a une unité syndicale qui dérange à l'Élysée. Question à vous. Alors j'avais 2 petits points. La première chose, c'était en rapport avec le centre Web Boulogne. Je suis revenu sur Paris récemment et l'une des premières choses que j'ai été faire, puisque je vous ai vu à Tours en conférence, l'une des premières choses que j'ai été faire, c'était voir ce centre parce qu'il m'intriguait vraiment et il était très médiatisé. Et une des choses qui m'a marqué le plus, ça a été l'opposition qui est marquée par la morphologie de l'espace, puisque le centre est vraiment à l'opposé de grands immeubles très luxueux, séparés par une grande route 4 voies au total, qui sépare vraiment ces beaux immeubles de ce centre. Il y a une frontière qui se marque, et en fait, d'une certaine manière, je me suis posé la question si, à terme, ce centre de migrants n'est pas un moyen
pour la grande bourgeoisie de légitimer ce sentiment de supériorité et cette faiblesse issue de ce microcosme constitué de personnes issues de catégories fragiles. Et est-ce que voilà, cette morphologie de l'espace avait justement cette incidence? Enfin, premier point, et je vais venir ensuite sur un deuxième point. Il y avait une autre question qui m'était venue et que je n'avais pas pu vous poser, c'était à l'heure actuelle, en fait, vu que la grande bourgeoisie c'est un groupe de militants, et ça je pense que dans vos écrits vous en faites souvent mention, dans la définition que vous en faites. Et la question c'est de savoir si est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que l'on est à l'aune d'une convergence des luttes qui va aller lutter vraiment et qui va avoir vraiment un réel impact sur ce groupe de militants, ou est-ce que justement finalement ce sera encore un moyen détourné pour la grande bourgeoisie de venir récupérer ces actes militants et ensuite devenir plus fort, puisque cette classe bourgeoise vit avec vit en parallèle du capitalisme et grossit en termes quantitatifs, pas en termes de termes parlants. Est-ce que vous voulez dire qu'elle se nourrit de la contestation sociale? Elle se nourrit de la contestation sociale, exactement. Michel, tu veux répondre sur la première? Parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'autoroute à 4 voies. Non, il y a une route, c'est 4 voies sur j'ai fait une photo récemment où on voit. Parce que là, vous nous invitez. Non, il n'y a pas une route à 4 voies. Il y a les immeubles, il y a une route qui est une route peu fréquentée, c'est surtout un endroit pour stationner. Et après, il y a le centre. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas là. Non, c'est pas là. Je ne sais pas où vous avez été, mais c'est pas. On ne parle pas du. Ah si. Alors là, ici. Ah oui, on parle bien du même centre. Oui, on voit bien le centre. Alors là, c'est parce que vous l'avez pris. Il l'a pris avec le périphérique qui est là. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, il n'y a pas. Le centre, on y accède vraiment à pied très facilement du 16e, hein, c'est vraiment très facile. Il y a vraiment un face-à-face. Hein. Ouais, il y a vraiment un face-à-face. Enfin, c'est surtout. Alors, ce qu'on peut plutôt dire, c'est que moi, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement une façon des gens du 16e de dominer ces trucs-là. C'est plutôt toute l'architecture, toute la façon dont ça a été fait, c'est plutôt pour que ces deux mondes s'ignorent. C'est vraiment. Le centre, Monique disait ça fort justement, il est vraiment ouvert, non pas du côté du 16e, mais ouvert du côté du bois. Il tourne le dos au 16e arrondissement. C'est vraiment manifeste dans toute la façon. Et on a été le visiter plusieurs fois depuis qu'il a été inauguré. Et vraiment, on voit que il cherche à ce que ça se passe le mieux possible et que du coup ces deux populations ne se confrontent pas, ne soient pas sur le même terrain. C'est vraiment fait pour que le centre vive sa petite vie tranquillement sans gêner personne et que les gens, les grands bourgeois du 16e puissent aussi les ignorer complètement. C'est-à-dire que les pauvres sont acceptés à condition qu'ils soient invisibles. Ouais, et de ce point de vue, il y a un point très important, c'est qu'il y a une association caritative qui s'appelle, Monique, Aurore, qui est une organisation caritative, mais émanation d'entreprises, de lieux où il y a de l'argent, et une association qui est très, très fonctionnelle et qui a veillé au grain pour qu'il y ait le moins possible de contact entre les gens et les enfants qui habitent maintenant dans ces constructions relativement correctes, d'ailleurs bien, hein, mais qui sont coupés par un espace de 50 mètres des premiers bâtiments,
un espace qui est planté d'arbres, qui est avec des herbes, qui isole le bâtiment. C'est-à-dire que on a isolé dans la construction, dans le rapport entre l'habitat ancien et ce petit appendice, c'est loin. C'est senti comme relativement loin. Bon. Et en plus, il y a un contrôle de cette association, de membres de cette association, sur la vie quotidienne dans l'ensemble de bâtiments. Il veille à la conduite des enfants, comment ils s'amusent. Il veille à ce que tout soit feutré. Tout soit sous contrôle. Les enfants ne vont même pas jouer au ballon dehors. Ils n'ont pas le droit. Donc, si vous voulez, c'est l'invisibilité. On ne voit pas lorsqu'on y va par un jour de temps correct, pas trop de pluie, pas de froid. Bon, il est quand même 18h, il n'y a personne. Et il n'y a personne dehors. Et cela a été une condition d'attribution, semble-t-il, des logements. Il fallait que les gens il a été demandé aux personnes logées dans le bâtiment d'avoir une conduite très limitée pour ne pas que l'on retire ce Oui, ça n'a pas été si terrible que ça, parce qu'en réalité, les gens étaient tellement contents d'avoir un petit chez-soi aussi gardienné, aussi ils se sentent en sécurité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient contents d'avoir un gardien 24 heures sur 24. Il y a des travailleurs sociaux d'Aurore qui sont là 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tout problème est immédiatement traité et géré. Et ce que tu allais dire et que tu n'as pas dit, c'est que on retrouve l'oligarchie au cœur du système de solidarité sociale. Parce que qui c'est qui est à la tête d'Aurore ? Le président, c'est le vice-président de la multinationale française Vinci. Et le vice-président, c'est Xavier Vuillard, le président de la même multinationale Vinci. Et donc, nous qui, par ailleurs, avons fait un travail sur la marchandisation du travail social, le début de la financiarisation du travail social avec des produits financiers spécifiques pour privatiser le social sans en avoir l'air, eh bien, Vinci est évidemment là, le loup qui guette sa proie et qui est prêt à bondir, déjà bien installé, comme avec les autoroutes et bientôt les aéroports. Donc, cette oligarchie, elle est quand même incroyablement prédatrice. Monsieur. Oui. Une observation et une question. Bon, j'ai à peu près lu, peut-être pas tous vos livres, mais pas mal. Et je trouve que ce que vous faites est très important. Naturellement pas assez connu. Et l'observation, c'était je me réjouis de voir qu'une organisation comme la Nouvelle Action Royaliste puisse vous inviter tout à fait librement et que vous puissiez vous exprimer. Je trouve que vous avez d'ailleurs plus de chances d'être invité par des organisations comme ça, il y en a d'autres, plutôt que par exemple par le Parti Socialiste ou par LRM ou par d'autres organisations. Et je trouve que c'est peut-être intéressant au niveau politique, parce que, au niveau national, je veux dire. Ils ne nous invitent pas, ni les socialistes, ni la République. C'est pourquoi je fais cette remarque. Et ce qui me paraît très intéressant politiquement, parce que peut-être que là, on est en train d'assister à une restructuration totale de la vie politique dans ce pays, et que peut-être des alliances insoupçonnées jusqu'à présent pourraient se faire jour. Ça, c'est une première chose. L'avenir me dira. Et la deuxième chose, c'est une question.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec une des interventions tout à l'heure qui disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a quand même une grosse différence entre les 200 familles et la structure du capitalisme aujourd'hui. Vous l'avez tous dit d'ailleurs, hein, je pense que l'auteur de l'observation, naturellement, le sait aussi, mais 2 chiffres juste qui rafraîchiront les mémoires quand même. Hein. Le total du produit mondial brut, c'est quelque chose comme 75 000 milliards de dollars. Et la totalisation de la financiarisation, donc qui s'est faite chaud depuis le début des années 80, c'est quand même 753 000 milliards de dollars, d'accord, 10 fois plus. Donc, on ne peut pas faire comme si la structuration du capitalisme en 35, 36 était la même que celle d'aujourd'hui. Alors, il y a une nouvelle structuration, l'oligarchie, ça a été dit. Le sieur Arnaud, là, c'est une nouvelle fortune relativement récente, et on voit en combien de temps il est arrivé à bâtir une nouvelle fortune qui le place au 4e rang mondial. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que le capitalisme financiarisé d'aujourd'hui n'a rien changé par rapport à ce qu'il était il y a ne serait-ce que 30 ans, a fortiori dans les années 1930. Et la question, c'est votre travail. On peut s'étonner d'ailleurs que vous soyez des rares sociologues qui effectivement travaillez autour de ça. Votre travail consiste quand même à administrer la preuve qu'il y a une super concentration financière au capitalisme, pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est à peu près général dans tous les pays dits développés, et qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, une fusion, ça répond à la question de Bertrand Moulin tout à l'heure. J'admire d'ailleurs sa capacité d'autocritique. Il serait bien que beaucoup d'hommes politiques suivent cet exemple par rapport aux énormités qu'ils ont pu dire il y a quelque temps. Et donc on assiste effectivement à une sorte de fusion entre le capital financier, les forces politiques qui les représentent, etc. Et alors, la première critique naturellement à laquelle vous êtes exposé, c'est de dire mais vous êtes finalement des complotistes. Hein, vous êtes en train de prouver qu'effectivement le pouvoir politique est entre les mains de la finance, et ça c'est du complotisme. Et alors, comment faites-vous, c'est ça la question, comment faites-vous pour répondre à cette question, qui quand même est dévastatrice? Parce que dans ce pays, à partir du moment où on a un tout petit peu d'esprit critique, on est complotiste. Voilà, alors, comment vous allez faire, comment vous faites, j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on vous dit ça, pour rendre quand même crédible, salé bien sûr, mais pour conforter sur le plan de l'argumentation ce que vos enquêtes démontrent, c'est-à-dire effectivement une concentration du processus financier et une fusion entre la classe politique. Alors, classe politique, c'est un faux concept, je m'adresse à des sociologues. La classe politique n'a jamais existé. Une classe se détermine par rapport à sa position, par rapport à la production. Je suis très marxiste là-dessus. Je ne suis pas marxiste à 100%, rassurez-vous. Il y a des choses quand même qu'il faut faire évoluer. Bon, mais la classe politique n'a jamais existé. La classe politique n'est que, je dirais, une représentation des forces sociales, économiques, etc. Bon. Et donc, voilà, comment vous allez répondre à cet argument qui va vous faire passer, c'est déjà fait, ça va s'aggraver puisque vous le promettez d'autres ouvrages, qui va vous faire passer vraiment pour les sociologues complotistes français. Alors, je ne sais pas, je commence parce que nous, souvent, on nous stigmatise. Alors, ce n'est pas du tout votre cas parce que vous avez avancé votre question avec beaucoup d'élégance et d'argumentation. On nous balance vous demandez un éclaircissement, mais très souvent on nous dit mais vous êtes des complotistes, c'est la théorie du complot, pour stigmatiser notre travail et nous empêcher de le développer, de l'argumenter, voilà.
Tandis que vous, c'est pas ce que vous faites, vous nous dites, dites-moi comment vous vous défendez devant cette stigmatisation. Nous, on dit tout simplement, ben voilà, nous, on vous a montré en 30 ans de travaux de 2 chercheurs au CNRS, le fonctionnement d'une classe sociale qui, comme vous l'avez dit, a quand même beaucoup changé, même en 30 ans. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que Bertrand Renouvin a été autocritique, mais nous aussi, il a fallu qu'on s'adapte. Nous, on vieillissait, on changeait. On avait en 86, moi j'avais 40 ans et Michel 44. Et puis aujourd'hui, je ne vous dis pas, vous avez qu'à rajouter vous-même les 30 ans, les 30 ans de plus. Donc nous, on a forcément changé, mais notre objet nous a littéralement filé dans les mains. C'est-à-dire que de la bonne bourgeoisie bien propre sur elle, bonne chrétienne et tout ça, on est passé quand même à des requins, à des criminels de la finance, hein, avec des noms nobles à rallonge, des gens tout à fait, dont on ne pouvait pas imaginer les truanderies financières et fiscales qu'ils étaient capables de faire. Donc, nous, on a dévoilé, c'est ça qui est important, je ne dis pas dénoncer, je dis à dévoiler. On a décortiqué, montré, en bredouillant à l'oral, mais à l'écrit, ça va, hein, mon Michel, on se débrouille. Et après, le problème, c'est qu'en effet, les cercles existent, Bilderberg existe, la trilatérale existe, Davos existe. On est bien face à une classe sociale mobilisée, mais on peut dire, qui complote sous le sceau du secret défense, sous le sceau du secret bancaire, du secret fiscal et désormais du secret des affaires. Voilà, donc si vous voulez, on joue avec le feu. C'est vrai que c'est une classe qui complote, mais en même temps, d'un point de vue marxiste, c'est une classe qui est mobilisée, qui défend tout simplement ses intérêts. Question. Et puis si on a... Si, j'ai une question. Qui sont les adversaires de cette classe du coup? Parce que au final vous parlez de complot, mais finalement personne n'est vraiment capable de retourner cette classe, puisque même finalement le peuple français, vu qu'elle est internationale, n'a plus de poids là-dedans. Donc en fait, même si le complot est lié à jour, en fait, ils n'ont toujours pas d'adversaire. Qui sont ces adversaires potentiels de cette classe? C'est une bonne question. Bon, vous en avez au moins 2, sinon 3, voire 4. Et beaucoup d'autres dans la salle. Oui, ben ça, on ne sait pas trop. Par les questions, bon, on sent quand même que il y a un certain climat, quoi. Il fait d'ailleurs un peu chaud. Mais ce qui est un peu une réponse, j'espère, c'est votre question. Mais on peut dire que c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que dans ce que vous dites, monsieur, nous on parle d'une guerre de classe, et vous êtes en train de dire, mais il n'y a qu'une classe sociale, et le reste de la société n'est pas organisé, mobilisé dans cette guerre. La guerre est asymétrique, et c'est ça qui est extrêmement, évidemment, regrettable et dommageable dans la France d'aujourd'hui. C'est pourquoi, à l'heure qu'il est, nous mettons, en tout cas Michel et moi et beaucoup d'autres ici présents, beaucoup d'espoir dans la défense de ce qui est l'emblème de notre solidarité nationale avec la SNCF, qui, si elle est privatisée, sonnera le glas de la destruction de l'ensemble des services publics qui ont constitué la nation française après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous dites, de toute façon, il n'y a rien à faire, tout est mondialisé, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à manifester de nation à Bastille chaque année de manière ritualisée?
à la fois vous n'avez pas tort, mais en même temps vous avez tort. C'est-à-dire que c'est bien gentil de ne rien faire, mais nous on ne va pas se laisser faire. Et donc tout combat est respectable, tout combat est bon. Le problème c'est qu'il faut nous fédérer. Et le problème c'est qu'il y a une division très forte dans le peuple, ce qui est normal parce que d'abord on est les plus nombreux, on est très nombreux alors qu'eux ils ne sont pas nombreux. On n'a pas grand-chose à se distribuer à part de la gentillesse et de la générosité, une solidarité qui n'est pas je te donne un poste. Et vous voyez, dans la grande bourgeoisie, c'est facile d'obtenir cette solidarité puisqu'ils ont du fric et du pouvoir. Et cette guerre, nous avons des armes pour nous défendre et nous devons les utiliser. Nos armes, c'est la force du nombre. Et c'est le fait qu'il n'y a que nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Les autres, c'est des parasites. Les autres, c'est des spéculateurs qui volent, qui pillent et qui relèvent pour moi, je le dis haut et fort parce que je pense à certains individus qui relèveraient de la Cour pénale internationale où jamais un homme blanc n'est passé, si je ne dis pas de bêtises, n'est passé devant cette cour. Hein? Oui, non mais c'est très important. Ça me rappelle une conversation toute récente à Niamey avec justement un haut magistrat de la Cour pénale internationale. J'assistais à la conversation et un diplomate lui disait « Cette Cour ne sera prise au sérieux que quand des Européens seront traduits devant elle ». Et il a cité deux noms, Tony Blair et Nicolas Sarkozy. Ah, super. Mais le haut magistrat n'a pas répondu qu'il allait s'en occuper. Non, pas du tout. Non, c'est un des problèmes qui se posent. C'est que là, devant ce genre d'opération avérée, etc., il n'y a pas de réaction. Il faut bien voir quant à la question que vous posiez, qu'on a vécu des événements historiques complètement inattendus et destructeurs depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on a vu, quels que soient les jugements qu'on peut porter, souvent critiques, sur les organisations de l'université, mais on a vu s'effondrer le Parti communiste, puis s'effondrer le Parti socialiste, qui était censé s'opposer au système qu'on a décrit ce soir. On a vu disparaître les chrétiens de gauche, ce qu'on appelait les progressistes chrétiens. On a vu la CFDT devenir une agence de coopération de classe et trahir tous les combats syndicaux qu'on a menés depuis pas mal d'années. On voit Force ouvrière avoir une attitude pour le moins étrange depuis la rentrée de septembre. Voilà, donc il y a également des transformations profondes dans la classe ouvrière qui font que les ouvriers sont très nombreux en France d'aujourd'hui, mais ils sont très difficiles à mobiliser, étant donné l'éclatement des tâches, la difficulté de se syndiquer, même l'impossibilité de se syndiquer. Dans un certain nombre d'entreprises, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de manifester, il n'est pas possible de prendre sa journée pour le faire, etc. Donc, des conditions de la... Et il n'y a plus non plus de mythe au sens sorélien du terme mobilisateur, ce qui est très important quand on pensait, à tort ou à raison, cher Raoul, qu'on allait vers la dictature du prolétariat et la société sans classe. Naturellement, on en mettait plus facilement un coup dans la grève locale, qui avait plus de sens que la stricte défense des intérêts acquis, qu'on reproche d'ailleurs aux gens qui se défendent pour cela. Donc c'est effectivement extrêmement difficile, d'autant plus que toute la structure de la société française a été détruite en ce qui concerne les entreprises nationales, les services publics. Enfin, c'est ce qu'on vit depuis les années 80. Tout ça est détruit. C'était autant de forteresses qui empêchaient le capitalisme financier, qui effectivement existe depuis très longtemps, de conquérir les domaines qu'il a pu conquérir grâce aux privatisations
Donc on est dans ce mouvement s'accélère aujourd'hui, mais on a de moins en moins d'éléments de défense. Et comme il n'y a plus de partis politiques capables de représenter ce que nous disons les uns et les autres avec des nuances ou des contradictions, eh bien, on en reste là. Voilà. Avec quelques députés qui, très brillamment, comme François Ruffin, dont vous parliez tout à l'heure, Monique, qui défendent très brillamment un certain nombre de thèses, mais qui sont très isolées à l'Assemblée nationale et qu'on n'écoute pas du tout. François Ruffin a fait ce très beau film qui a été... Vous nous l'aviez annoncé ici. Oui, et en disant que ce serait... Bon, et c'est la seule fois que je suis allé au cinéma en 5 ans, et c'est vrai que ça a été un événement social, et qu'on sortait heureux de ce film, bon, qui a été un immense succès malgré la modicité des moyens. Mais ce sont des signes montrant qu'une grande partie de la population n'est pas dupe, qu'elle est même certainement beaucoup mieux informée sur ce qui se passe par les livres, par les blogs, par Internet, etc., que la population française des années 30, par exemple, mais qu'elle est à la fois informée et impuissante. Il faut penser à tous ceux qui les voient quotidiennement, aux policiers qui les protègent, aux militaires, à certains fonctionnaires, et qui les jugent extrêmement cruellement, mais qui n'ont pas les moyens de dire ce qu'ils pensent et de manifester leur opposition. Il y a une formidable humiliation dans la société française. Formidable. Et c'est une société qui continue à fonctionner parce qu'il y a une élite de fonctionnaires, de professeurs, de policiers, de gendarmes, de soldats qui font leur métier pour pas beaucoup d'argent et qui le font très bien. Mais ce sont des gens qui sont humiliés. On en a tous des témoignages nombreux, concordants. Mais d'ailleurs, ce qui est le plus... ils ne comprennent pas. J'ai vu les militaires, par exemple, les officiers supérieurs, ils ne comprennent pas pourquoi les hommes politiques sont comme ça, aussi indifférents, aussi ignorants. Ça les étonne. Ils disent, mais c'est pas possible. Et il faut leur expliquer que justement, c'est possible. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, où on s'intéresse vraiment, on s'intéresse plus à la politique, on s'intéresse à sa carrière, à ses amitiés, au contrat qu'on passe dans différents domaines, mais pas vraiment à l'objet de la politique, c'est-à-dire la société, la défense nationale, etc. etc. Voilà, et il y a aussi une espèce de sidération, parce qu'on n'a pas l'habitude en France de considérer que la classe dirigeante est à ce point étrangère aux préoccupations de l'ensemble de la société. Il y avait quelqu'un qui le disait dans Le Monde, je crois, ou dans un autre journal, il n'y a pas longtemps, qui montrait cette fracture s'aggravait parce qu'on ne met plus ses enfants au lycée, mais dans des écoles privées très chic, parce qu'on paie ses impôts à l'étranger, on va prendre sa retraite à l'étranger. Donc il y a une fracture, des fractures qui se sont aggravées depuis une trentaine d'années. Autrefois, il y avait toute une bourgeoisie patriote qui n'aurait jamais accepté de ne pas payer ses impôts, tout simplement. Or, c'est le premier geste d'appartenance à la nation, c'est payer ses impôts. Et là, nous avons des gens, y compris de la classe moyenne, qui vont au Portugal finir leur vie. Et d'ailleurs, c'est incompréhensible parce qu'on s'ennuie, on ne parle pas la langue, on se fout du Portugal, et on va là pour ne pas payer d'impôts. Très curieux cette scission, cette volonté de ne plus participer. Mais on est pour le moment tout à fait impuissant face à ces phénomènes. C'est-à-dire que c'est aussi une classe qui a réussi à montrer à faire croire qu'il n'y a S'il pas vous plaît, d'horizon. attendez, s'il vous plaît, chacun son parole. Moi, juste une question, quand même, depuis 30 ans, on voit cette classe sociale qui a pris le pouvoir, qui a énervé le politique, plus qu'avant, mais elle était déjà un, quoi. Mais c'est pas le produit, je dirais, d'initiatives individuelles, il y a comme une organisation.
ces classes s'organisent, comment elles s'organisent pour avoir des stratégies assez cohérentes sur le long terme, et surtout des stratégies, j'allais dire, payantes financièrement, en cash. Quoi. Et ça, c'est un peu quelque chose que je pense que vous n'en avez pas beaucoup parlé, puis on n'en parle pas beaucoup. Comment ces classes, ils ne sont pas très nombreux quand même. Donc finalement, s'ils ne sont pas très nombreux, ils se connaissent, comment ils s'organisent? Il y a des leaderships, bon, je ne sais pas comment on peut parler, mais il y a automatiquement, j'allais dire, c'est mafieux peut-être, c'est peut-être un peu comme un organisme mafieux, peut-être, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise mal, même, je dirais, dans le recrutement de Macron, de ces nouveaux députés, c'est assez surprenant la façon dont ça s'est fait. Comment ils ont été chercher des gens un peu partout, et comment ils ont mis chaque de plomb dessus, quoi. Je dirais que leur secret, c'est le fait de cultiver les relations, d'avoir des contacts nombreux à travers ce milieu. C'est un milieu social où on se reçoit beaucoup, on se voit pour le travail, mais aussi hors du travail. C'est pas pour rien qu'il existe ces grands cercles très fermés, hein, comme, je sais pas, on en a parlé déjà de l'Automobile Club. L'Automobile Club de France, qui n'est pas un club d'automobilistes, hein, mais un club de grands bourgeois. Donc, il y a... On voit bien que nous, on a vécu aussi avec, un peu en étant invités à des dîners, par exemple. Et là, il y avait des invités qui étaient aussi membres. Nous, on était une exception. Mais il y avait des gens qui étaient de leur même milieu, ils parlaient d'affaires, ils parlaient de problèmes politiques, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité statutaire évidente. Ces clubs dont je parle, c'est privé, c'est pas connu du grand public, mais c'est connu de ce milieu. Et c'est une manière de cultiver de façon très efficace la solidarité quelquefois, il y a des contradictions, bien sûr, entre certains, mais en même temps, lorsqu'il y a un danger extérieur, c'est-à-dire en 95, par exemple, on a vécu, nous, une période où il y avait un peu de panique. Il commençait à arriver dans ce milieu, et à ce moment-là, il serre les rangs. Oui, ce qu'on a bien compris avec les dîners dont Michel parle, c'est finalement un fonctionnement très collectiviste. Alors, le collectivisme, dans cette classe, il se décline entre les générations, puisque les héritiers, devant être dignes de l'héritage, sont dignes en même temps qu'ils héritent des ancêtres qui ont constitué l'héritage ou qui ont su le transmettre. Puis les héritiers ne sont que des usufruitiers qui doivent transmettre à leur tour, si possible un petit peu améliorer, le patrimoine dont ils n'ont été que les dépositaires. Donc on apprend aux enfants, dès le plus jeune âge, à être, on ne dit jamais je, mais nous. C'est-à-dire je suis le représentant d'une lignée, nous. Le je est beaucoup plus rarement utilisé que, bien entendu, dans les classes moyennes intellectuelles où le je ou l'ego ne demande qu'à s'épanouir dans un narcissisme débridé. Ensuite, on a remarqué avec Michel que, avec ce que vient de dire Michel, donc dans cette sociabilité mondaine qui est constante, il n'en demeure pas moins qu'ils ne peuvent pas connaître tous les grands bourgeois de la terre. Hein. Donc, ils sont formés pour être toujours dans le don et le contre-don. Alors, là, vous, monsieur, vous me rendez un service. On est tous les deux dans la grande bourgeoisie. Vous me rendez un service. Vous êtes A, je suis B. A rend un service à B. Mais A ne s'attend pas à ce que B lui rende service. Parce que B va rendre service à D, Raoul ici présent, ou à C, Bertrand, qui lui va rendre service à W ici. Voilà, c'est chaque représentant de la classe oligarchique qui, par le biais de la cooptation, sait qui en est et qui n'en est pas,
et va être solidaire du parfait inconnu qui n'est même pas recommandé, mais dont il sait qu'il fait partie de cette classe. Et c'est ça la force de cette classe. Est-ce qu'ils ont une stratégie à long terme? C'est des micro-événements? Non, c'est une stratégie, mais c'est une stratégie qui n'a pas de chef d'orchestre. Voilà, ça sera ça le dernier mot, parce que je vois que la soupe est prête. C'est ça qui est intéressant, donc par rapport à la théorie du complot, c'est une classe sociale qui fonctionne selon ses intérêts, sans chef d'orchestre. Et par rapport, ça sera le dernier mot, par rapport à notre livre sur le bois de Boulogne, il y a 20 associations de défense du bois de Boulogne. Il y en a qui défendent tel parti, d'autres tel autre parti, Et puis vous avez une association de coordination de toutes les associations qui coordonne l'ensemble des luttes. Voilà, vous avez tout compris du fonctionnement de cette classe. Ben merci. Merci.